Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'éthique. Vous voyez, jusqu'à présent, on a abordé le couple sur ses aspects principalement descriptifs et situationnels. En effet, on pourrait voir les besoins primordiaux, les valeurs fondatrices du couple, comme une représentation du couple dans ses composantes projet de couple, relationnel, psychique et émotionnel. L'état d'esprit du couple aborde le couple sur sa composante intentionnelle, c'est-à-dire quel est l'état d'esprit que chaque conjoint va adopter pour faire en sorte que le couple puisse se déployer harmonieusement. Alors vous l'avez certainement compris, je vais aborder des notions, des valeurs comme l'engagement personnel, comme la responsabilisation au sein de la relation, des valeurs aussi comme l'honnêteté, l'authenticité, le respect de soi et de l'autre, et bien entendu aussi l'indulgence, parce que nous sommes différents et qu'il faut aussi savoir accepter les différences. Et puis donc courage, parce que le courage, vous voyez, est important dans le couple. Il faut être courageux pour être en couple. C'est pour cette raison que j'ai appelé cette rubrique éthique du couple en référence aux 5 termes que nous allons voir plus en détail. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la notification, comme je le dis d'habitude. N'attendons pas, rentrons dans le cœur du sujet. Alors, c'est quoi ces 5 termes qui correspondent à l'éthique du couple? Qu'est-ce que ça veut dire? A tout de suite. Alors, commençons par nommer ce que sont ces 5 termes, ces 5 grands moteurs d'un bon état d'esprit en matière de couple. Nous allons parler d'engagement, de responsabilité, d'honnêteté, d'indulgence et de courage. L'engagement joue un rôle essentiel dans le couple. Il représente bien plus qu'une simple promesse de rester ensemble. C'est davantage lié d'une décision consciente et partagée de bâtir une vie en commun qui va demander à chaque partenaire un investissement psychique et émotionnel. Pour chaque conjoint, on pourrait le dire ainsi, mon couple reste important quelle que soit la situation que je vis. C'est pour cette raison que je parle d'état d'esprit. Dans l'engagement, il y a aussi l'idée de la persévérance, la force qui pousse chaque partenaire à continuer d'investir dans la relation, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Cela signifie de faire preuve d'endurance et de détermination face aux défis et aux incompréhensions. Je vois trop de couples renoncer lorsque les temps sont durs, mais la persévérance permet de surmonter les crises et de maintenir le cap vers un avenir en commun. L'engagement et la persévérance incarnent l'idée que même dans les moments les plus difficiles, chaque partenaire choisit en conscience de rester impliqué et de travailler ensemble pour trouver des solutions. Voici 3 questions clés que vous pouvez partager ensemble. Comment vivons-nous et ressentons-nous notre engagement personnel vis-à-vis de notre couple? Dans les moments de rush professionnel ou familial, arrivons-nous à ressentir cet engagement réciproque, même si c'est moins facile? Qu'avons-nous d'important à nous dire dans ce moment compliqué que nous traversons? Qu'aimerions-nous entendre l'un de l'autre? Vous voyez, cette notion d'engagement dans nos sociétés actuelles, elle est de moins en moins présente. Par exemple, on peut avoir un téléphone avec un abonnement sans engagement. Il y a vraiment cette culture-là, c'est-à-dire qu'on ne s'engage plus. Et quand, pour une raison ou pour une autre, ça ne nous convient plus, eh bien, on peut changer. Et on retrouve ça, c'est vrai, aujourd'hui au sein du couple. C'est-à-dire que on ne se bat plus face aux difficultés que l'on rencontre et on a tendance vraiment à rapidement changer de cap ou se séparer, alors qu'avec un peu de travail, avec la responsabilisation justement autour des difficultés que l'on rencontre, on peut avancer ensemble. Et il est utopique de penser que la relation de couple sera nécessairement meilleure avec une autre personne. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs.
Et c'est vraiment cet état d'esprit que j'essaie, moi, de cultiver quand j'accompagne des couples. C'est, ok, vous avez des difficultés, et c'est compliqué, et pour des tas de raisons, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de ressentiment, mais tenez le cap. Si vous vous êtes mis ensemble, c'est qu'il y a quelque chose de précieux entre vous. Et cette valeur de l'engagement, elle est d'autant plus importante à ressentir quand on traverse les difficultés que lorsque c'est facile. Donc je vous invite vraiment à cultiver ça, vous voyez. Et ça, on est bien vraiment dans le domaine de l'état d'esprit. Si je m'engage avec toi, s'il y a quelque chose de précieux dans notre relation, précieux aussi dans ce que j'ai envie de nourrir comme aspiration avec toi, et c'est important de tenir la route face aux difficultés que nécessairement, de toute manière, la vie va nous faire rencontrer. Être responsable dans le couple signifie que chaque partenaire accepte pleinement ses obligations et ses rôles, qu'ils soient conjugal, familial, professionnel ou autre. Dans ce domaine, ce qu'il est important à retenir, c'est que la plupart des crises dans le couple viennent des tensions que nous vivons à l'intérieur de soi et que nous n'avons pas pacifiées. Tensions qui peuvent se manifester sous forme d'inflexibilité, d'exigence, de conflit de loyauté, d'intransigeance, de tentative de contrôle, de jalousie par exemple, ou de victimisation. Si un travail personnel s'avère nécessaire dans le couple, c'est à chacun de s'en charger plutôt que de faire peser son héritage émotionnel comme un sac à dos sur la relation. Prendre la responsabilité de son bien-être intérieur, de sa réparation personnelle permet d'éviter de projeter ses insécurités sur son partenaire. Par exemple, si l'un des conjoints souffre d'insécurité, il pourrait chercher à être constamment réassuré, exprimer de la jalousie ou manifester un besoin de contrôle. Un tel comportement peut à terme asphyxier le couple car il impose à l'autre une pression émotionnelle excessive. Parfois, au fil du temps, les partenaires évoluent sur des chemins différents et la relation peut ne plus correspondre à ce qu'elle était auparavant. Dans ce cas, la responsabilisation implique également de faire face à la réalité de la séparation de manière constructive. Vous voyez, être responsable demande une prise de conscience accrue de soi et de son couple, et ce n'est qu'à travers un travail personnel que l'on peut y arriver. Voici 3 questions clés à partager entre vous. Vivons-nous ensemble des crises du fait d'un comportement excessif de l'un de nous ou des deux ? Dans quelle situation je me mets le plus enclin ou encline à projeter mes insécurités dans notre relation ? Comment puis-je faire pour calmer mes anxiétés plutôt que de les manifester à l'autre comme des exigences ? Vous voyez, le thème de la responsabilité au sein de la relation est quelque chose d'extrêmement important. Je vois trop de couples venant demander une thérapie de couple alors que c'est pas tant la relation qui dysfonctionne, mais c'est plutôt les blessures individuelles liées à l'histoire de chacun qui viennent se percuter au sein de la relation. Il est donc important à un moment donné, quand on a un sac à dos trop lourd sur les épaules, quand l'héritage émotionnel venant notamment de notre enfance est trop difficile à porter, eh bien d'aller s'en occuper et d'aller le vider. Et ce serait utopique de penser que la relation de couple peut supporter de tels poids. Vous voyez, je parle par exemple de la jalousie. Quand la jalousie s'inscrit au sein de la relation, et je ferai une vidéo toute particulière à ce sujet-là, ça pèse tellement fort que ça asphyxie la relation et les conjoints sont complètement perdus, noyés là-dedans. Le couple peut être vecteur d'un certain nombre de réparations, ça c'est clair, je l'ai déjà, je pense, dit précédemment. Mais il ne peut pas porter toutes les réparations. Et c'est bien de la responsabilité de chacun de s'occuper à un moment donné, d'aller rencontrer ses blessures liées à son enfance et puis à ses expériences passées pour pouvoir alléger la relation et pour pouvoir mieux fonctionner ensemble. L'authenticité et l'honnêteté sont des comportements fondamentaux pour construire une sécurité émotionnelle durable dans le couple. Cette combinaison est probablement celle qui incarne le plus l'éthique du couple. Dans mon expérience d'accompagnant, j'ai observé qu'une fois que le doute s'émise concernant l'honnêteté de l'un des conjoints, c'est tout l'édifice de la confiance qui s'effondre.
Le doute agit comme un poison qui ronge lentement les fondations de la relation. Lorsque ce doute s'installe, une énergie psychique considérable est investie dans des tentatives de contrôle, des projections négatives, des peurs et des discussions souvent impulsives. Les partenaires peuvent commencer à surveiller leurs comportements respectifs, à questionner, à surveiller les téléphones. Ces comportements peuvent parfois mener à une spirale infernale où la recherche de la vérité prime sur tout le reste. Pour prévenir de ce cycle destructeur, il est donc crucial que chaque partenaire s'engage à maintenir un niveau d'authenticité et d'honnêteté. Cela demande un dialogue ouvert et responsable, ainsi que la capacité d'exprimer des vérités, des pensées qui peuvent être très inconfortables pour l'autre, plutôt que de trouver des stratégies alternatives, mais tragiques pour le couple. Voici 3 questions clés que vous pouvez partager ensemble. Suis-je toujours authentique et honnête avec toi ? Y a-t-il des moments où tu as ressenti que je n'étais pas entièrement honnête avec toi et que je te cachais des choses ? Lesquelles ? Comment pourrions-nous, toi et moi, parler de sujets sensibles de manière ouverte et bienveillante ? L'honnêteté et l'authenticité, c'est un thème extrêmement important dans la relation. Et je souris parce que bien souvent, je rencontre beaucoup de naïveté autour de ce thème. Ne pensez pas, si vous vivez une relation, par exemple, extra-conjugale, que ça passe crème auprès de l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'est pas au courant. Il peut être dans le déni, il peut se dire ok, bon, je vois qu'il y a des trucs qui ne sont pas tout à fait normaux, mais j'ai pas du tout envie de les noter. Mais ça reste toujours présent au sein de la relation. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que aller rencontrer d'autres personnes, avoir des relations sexuelles et parfois émotionnelles, c'est toute une énergie psychique qui est mise ailleurs et qui disparaît de la relation conjugale. Et donc ça se sait. C'est très intuitif parfois, mais en général, l'autre conjoint sait que son conjoint est en train d'aller vers d'autres relations. Et quand c'est le cas, bien sûr, ça va créer au niveau du couple beaucoup d'insécurité. Et cette insécurité-là va, une fois de plus, peser énormément dans la relation. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes mal dans votre couple, dans le domaine de l'intimité, dans le domaine de la sexualité, déjà de prendre parti, d'en parler avec votre conjoint et de vous faire aider. Plutôt que de choisir une stratégie qui va être de toute manière tragique, et qui va à un moment donné casser la confiance dans la relation. Et je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, une fois que la confiance est cassée, c'est extrêmement compliqué pour renouer avec. L'indulgence et le respect sont des éléments fondamentaux pour maintenir l'harmonie au sein du couple. L'indulgence va au-delà de la simple tolérance. Elle implique une véritable compréhension et une patience sincère face aux imperfections de l'autre que l'on perçoit, ne l'oublions pas, à partir de notre propre perception. Derrière l'indulgence, il y a l'idée de bienveillance, de reconnaître que l'autre est unique et singulier, avec sa propre personnalité. Enfin, l'indulgence n'est pas synonyme de passivité. Elle exige également de choisir ses batailles au sein de la relation. Cela signifie que lorsque les désaccords sont inévitables, il est essentiel de faire preuve de discernement et de compréhension afin de privilégier la paix au conflit. En décidant d'aborder les désaccords avec un esprit ouvert et un cœur généreux, les partenaires peuvent créer un climat de confiance où les problèmes peuvent être discutés sans crainte de jugement ou de répercussions négatives. Voici 3 questions clés que vous pouvez partager entre vous. Comment vivons-nous nos différences de point de vue et nos désaccords en général ? Existe-t-il chez toi des traits de personnalité ou des façons de faire qui m'activent tellement qu'il m'est difficile de gérer mes émotions ? Est-ce que cela parle de toi ou de moi ? Comment pouvons-nous faire preuve davantage d'indulgence l'un envers l'autre sur certains sujets ? L'indulgence, quelle belle valeur à cultiver quand on est en relation. Derrière l'indulgence, il y a l'idée de la bienveillance, de l'ouverture à l'autre. Il y a l'idée de dire, voilà, je vois qu'on est différents toi et moi, qu'on peut avoir des points de vue qui nous paraissent complètement antinomiques, mais pour autant, cette différence est respectable.
Il y a l'idée aussi de dire si je m'impose à toi comme détenteur de la vérité, ça va nécessairement créer des positions de force. Si nous étions tous les uns les autres plus indulgents entre nous, la société serait complètement différente. Eh bien, pour la relation de couple, c'est possible. C'est pour ça que je parle toujours de microcosme à l'image du macrocosme qu'on aimerait vivre tous ensemble. Donc je vous invite vraiment à cultiver cette valeur-là, à être ouvert sur le fait que si à un moment donné, je suis très touché par ce que tu penses, parce que c'est complètement différent de mon propre point de vue, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui m'appartient. Parce que nous sommes différents et que parfois nos besoins semblent être antagonistes, il faut du courage pour être en couple. Le parcours du couple n'est pas un long fleuve tranquille. Il est jalonné d'obstacles, de désaccords, d'imprévus et de moments de doute où le courage parfois vient à manquer. Le courage nécessite d'affronter les problèmes de fond, de parler ouvertement des difficultés et de ne pas fuir les conversations difficiles. Il demande une certaine conscience pour admettre que la relation n'est pas toujours parfaite et que des ajustements sont nécessaires. Le courage se manifeste aussi quand on doit affronter les épreuves de la vie, comme la perte d'un emploi ou la maladie. Il s'exprime par des gestes quotidiens tels que déplacer les obligations professionnelles pour soutenir l'autre. Parfois, cela peut inclure des choix difficiles, comme prendre soin d'un partenaire qui devient dépendant avec l'âge. Lorsque le couple fait preuve de solidarité, le courage peut s'exprimer plus facilement. Chaque partenaire se sentant davantage soutenu et en sécurité. Voici 3 questions que je vous invite à partager. Y a-t-il des sujets avec toi que je n'ose aborder? Et pour quelles raisons? Ai-je tendance à adhérer à tes idées même si je ne suis pas d'accord avec toi? Quelles décisions difficiles avons-nous dû prendre ensemble et comment ces expériences ont-elles renforcé notre lien? Alors je finis par cette belle valeur de l'état d'esprit du couple. Et oui, c'est d'être courageux. Il faut être courageux pour être en couple. Et pour autant, le couple, c'est pas de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas eu seul. Le couple, c'est déjà là pour nourrir un certain nombre de besoins, d'aspirations individuelles. Et aussi, c'est l'état d'esprit de dire à deux, on est plus fort que seul. Mais oui, il faut du courage. Il faut du courage pour, à un moment donné, évoquer un certain nombre de choses qui ne nous conviennent pas. Et de l'évoquer plus sous forme de cadeau, c'est important que tu saches ce qui se passe pour moi au sein de la relation, plutôt que d'accumuler les frustrations, les colères, parce qu'à un moment donné, de toute façon, je vais te le faire payer. Alors, je te le ferai payer de diverses manières, soit je vais exploser, soit je vais me mettre en retrait de la relation, soit je vais avoir une stratégie qui va bien te faire comprendre qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. Et c'est pour ça que vous voyez, c'est important d'avoir cette intention-là. Hein. Je veux être courageux pour toi, et si on est courageux ensemble, il est certain qu'on va pouvoir traverser et dépasser toutes les difficultés que l'on rencontre ensemble. Cette vidéo sur l'état d'esprit du couple est maintenant terminée. Je vous dévoile la prochaine vidéo. On parlera de pacte, le pacte du couple. On va basculer du monde de l'intention au monde du faire. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble concrètement pour favoriser une bonne relation entre toi et moi? Comment on doit mettre en place concrètement un certain nombre de choses pour faire en sorte que notre relation de couple puisse se déployer le plus harmonieusement possible au fil du temps. Alors je vais aborder des termes comme le savoir-vivre ensemble, comme celui aussi de donner de la gratitude sincère à l'autre. Je vais parler aussi de communication consciente, comment bien communiquer ensemble, comment oser aussi exprimer sa vulnérabilité plutôt que sa colère, que ses frustrations. Et enfin, peut-être le principe le moins intuitif et pourtant le plus porteur, c'est celui d'avoir comme philosophie de favoriser la qualité de la relation plutôt que d'essayer d'avoir raison sur l'autre. Vous verrez, c'est une vidéo qui
pourra certainement quelque part vous secouer, vous dire ah, Laurent, il est gentil, mais tout ça, c'est pas forcément possible à mettre en place au sein de notre couple. Et pourtant, mon expérience d'accompagnant m'a fait dire que si vous arrivez vraiment à bien respecter ces principes, vous allez vraiment pouvoir bien fonctionner ensemble. Donc je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo. Ça me tient vraiment à cœur de pouvoir vous la présenter. En attendant, prenez soin de vous, de votre relation. À bientôt.